La solution, ce n'est jamais une chose. Ce n'est même pas plusieurs choses séparées, c'est une conjonction d'actes. Et je l'avoue, quand j'examine la situation, ce que je vois de plus important, c'est la nécessité de libérer nos chefs d'État en les surveillant, c'est-à-dire en les mettant sous pression. En les mettant, nous, sous pression, ça va contrebalancer la pression qu'exercent sur eux des puissances étrangères. Je pense que ça, c'est important. Nos médias, les organisations de la société civile qui n'émargent pas au budget de l'étranger, donc pour moi les authentiques organisations de la société civile, les citoyens eux-mêmes doivent être plus regardants, plus vigilants sur la question de nos rapports avec l'étranger, en particulier avec les puissances occidentales. Ça, c'est fondamental. Je donnais hier l'exemple dans une interview. Macky est convoqué avec 3 autres chefs d'État et invité à la Maison Blanche. Et ici, tout le monde est content. Bon, on est fier. Il y va. Mais peut-être que dans un pays normal, nous lui aurions dit, mais écoutez, nous les Sénégalais, nous sommes pauvres, mais nous sommes dignes. L'Amérique est riche, elle peut nous écraser, mais quand même, si tu tiens à y aller, vas-y, mais nous ne sommes pas d'accord avec toi. Ça n'empêcherait certainement pas d'y aller. Mais quand même, petit à petit, ça ferait réfléchir nos hommes politiques. Ils ne peuvent pas aller tout le temps à contre-courant de leurs opinions. Ça prend du temps pour que ça marche, mais il faut commencer maintenant. Il ira, un autre ira. Et puis à un moment donné, quelqu'un viendra qui dira, mais moi, je vous ai entendu, je serai intraitable sur la, comment dire, sur la souveraineté de notre pays. Mais évidemment, il y a aussi la question de la culture. La culture, c'est un élément important de conscience de soi, savoir qui on est, un moyen aussi de s'émanciper, d'être fier de ce qu'on est. Et ça aussi, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent nous permettre de nous émanciper mentalement. Il s'agit d'une révolution culturelle. Mais la Chine est passée par là. Elle n'est pas arrivée, mais en 1949, la Chine était un pays vraiment misérable. Voilà. Mais elle n'est pas arrivée là où elle est, au rang de première puissance mondiale, juste du jour au lendemain. Il y a eu des processus politiques, culturels qui ont été mis en branle. Prenez l'Amérique latine. L'Amérique latine, eh bien, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, elle était tout entière sous les poids de la CIA et du pouvoir américain. Ils avaient installé là-bas des chefs d'État fantoches. Ils pillaient l'économie. Ces chefs d'État étaient des dictateurs. Ils votaient avec l'Amérique systématiquement à l'ONU, exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons par rapport à la France. Il y avait un seul résistant en tant qu'État, je vous dis, Cuba, Fidel Castro. Voyez, mais en même temps, un processus à l'intérieur des sociétés d'Amérique latine s'est poursuivi. Regardez aujourd'hui, l'Amérique latine est libre. Je ne dis pas qu'elle est prospère, je ne dis pas que les problèmes sont résolus, mais l'Amérique latine est libre de ses choix. Voilà. Ils n'attendent pas un coup de téléphone de Washington pour négocier tel contrat avec tel ou tel autre pays. Je pense que ça, c'est quand même c'est important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut jamais lâcher prise. Et que finalement,
à l'échelle de l'histoire, les avancées des sociétés humaines, c'est quelque chose de très d'infinitésimal. Voilà. Il ne faut jamais penser que oui, c'est voilà, qu'il y a des grands bons en avant, c'est à grandes enjambées, non. Ça va petit à petit. Et puis, c'est toujours possible. Que ce soit la Libye, que ce soit l'Égypte, la Tunisie, c'était des pays où on avait vraiment du mal à respirer normalement. Et donc, quand il y a ce vent de liberté, on oublie tout. Et malheureusement, parmi les choses que l'on a oubliées, c'est la question de l'économie. Les gens se sont mis juste à penser que voilà, que la démocratie, ça peut remplir le ventre, que toutes les autres questions liées à l'économie, à la disposition des ressources, même à la question de la souveraineté, que toutes ces questions-là, voilà, je ne dis pas que je caricature un peu, je ne dis pas que les gens s'en foutaient, mais on a eu tendance à ne pas trop y penser. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte que c'était une grave erreur, une espèce de péché originel de ces printemps-là. Et puis, bon, ben, en tant que Sénégalais, Africain noir, je dois dire que on n'a pas trop prêté attention au sort des Noirs pendant ce printemps arabe, en Libye notamment. Et aujourd'hui, ben oui, il y a eu des massacres, on les a mis dans des camps. On les a accusés de tous les péchés d'Israël. Ça a été très très violent et ça continue. Et à la frontière entre la Libye et la Tunisie, près de Gardanne, le camp de Choucha, eh bien, c'est des Noirs et il y a eu vraiment, nous le racontons aussi dans le livre, il y a eu vraiment des événements, des Noirs africains, une majorité d'ailleurs d'Éthiopiens et de Somaliens, ben, ils ont été zigouillés systématiquement. Il y a eu des bilans assez lourds. Quoi. Et oui, et le printemps arabe, évidemment ce n'est pas seulement ça c'est clair, mais c'est ça aussi. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation, ben, je ne sais pas, entre Al-Sisi et Moubarak, qui est mieux, hein, ben voilà, Al-Sisi, en quelques jours, il a tué à peu près 2000 personnes. On n'a jamais vu ça dans le monde contemporain. Mais des gens qui manifestent et qui ont fait de la chair à canon. À lui, il a juste tiré dans le tas, hein, il ne s'est pas gêné, quoi. Et oui, parfois on se dit, en pensant à l'Égypte, tout ça pour ça. Ben, voyez aussi la Libye. Voilà, c'est le chaos total. Si l'on avait déstabilisé la Libye pour plutôt exploiter ses ressources pétrolières, sur lesquelles Kadhafi avait mis la main, si c'était pour ça, eh bien c'est raté. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'ose s'aventurer en Libye. Et le pétrole libyen est perdu pour tout le monde. Il est perdu pour les Libyens d'abord, mais il est aussi perdu pour les groupes étrangers qui voulaient l'approprier. Et vous êtes au courant d'ailleurs, il y a 4-5 jours, le chef d'état-major de l'armée française a dit mais il est temps de penser à une deuxième intervention en Libye. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le système des vases communicants. Que se passe-t-il? On déstabilise la Libye, les gens viennent lourdement armés au Mali, on les chasse du Mali, ils retournent en Libye, ils se forment là-bas et aujourd'hui ils rentrent par petits groupes au Mali pour des opérations ponctuelles. Les gens qui commettent les attentats suicides à Gao, à Kidal, à Tombouctou, mais viennent de Libye. Voilà. Donc c'est le printemps arabe, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi la Syrie qui est oui, maintenant on est pratiquement à 150 000 morts. Et c'est pas un très beau tableau. Oui, il y a la Tunisie, bon, avec des motifs désespérés. Encore que, bon,
moi, je reçois des courriers, je reçois des informations. Ouais, vous avez vécu en Tunisie. J'ai vécu en Tunisie, je connais très bien la situation. Et donc, c'est unanimisme que l'on sent dans les médias occidentaux. Je pense que ça correspond à quelque chose de réel. Voilà. Il y a une spécificité de la situation tunisienne. Beaucoup d'observateurs ont insisté là-dessus et je suis d'accord avec eux. Il n'y a pas vraiment dans le système tunisien un rôle prépondérant de l'armée. Voilà. Donc ça c'est capital. Mais aussi un système, il y avait le fait que quand même le système Ben Ali, c'est aussi un système éducatif hyper performant. Et donc on a des élites éclairées, voilà, qui en réalité se sont ajustés au nouveau cours des événements. De là à dire maintenant que tous les démons ont été exorcisés, je ne le dirai pas vite, aussi vite que cela. Il y a des gens qui disent en Tunisie, mais voilà, la constituante, ses délibérations, la nouvelle constitution, est-ce que ce n'est pas le cheval de Troie qui va faire venir chez nous des personnes décidées à piétiner notre souveraineté? La question est posée. Moi, j'ai interrogé mes amis, je leur ai dit, mais écoutez, je vois partout que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et imaginables. Dois-je vous féliciter ou non? Ils me disent, on est en train de faire de nous de bons élèves, comme on a fait des Maliens, de ATT, de bons élèves. Voilà. Et comme d'ailleurs, on dit des Sénégalais, vous êtes de bons élèves. On en est là et ça nous fait peur. Maintenant, il y aura dans quelques mois des élections en Tunisie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer si Annada gagne de nouveau. Ouais. Voilà. Et c'est assez probable, c'est assez possible. Ouais. Comme ça s'est passé en Égypte avec Morsi. Comme ça s'est passé en Égypte avec Morsi. Comme ça s'est passé une première fois en Tunisie. C'est bon, merci beaucoup. Oui. Quand le prochain livre? Là, le prochain livre, mais je travaille sur un ouvrage intitulé Capitaine Baïdiane, qui devrait paraître au mois de mai. Et c'est l'histoire d'un officier des casques bleus qui était au Rwanda. Et comme son nom l'indique, c'était un Sénégalais, et qui a sauvé beaucoup de victimes potentielles du génocide. Voilà. Ce ne sera pas un roman. Voilà, c'est difficile d'écrire un roman sur une histoire aussi fraîche, aussi récente de quelqu'un qui a vécu. Baïdiane est mort le 31 mai 1994 au Rwanda. Voilà, il a reçu une balle à la nuque, je crois. Il n'était pas visé d'ailleurs. Il a été pris entre deux feux. Voilà. Il essayait de sauver des gens. Il a laissé sa vie. Je crois qu'il avait 36 ans. Et il était à 12 jours, malheureusement, de son retour au Sénégal. Voilà. Et oui, c'est un héros. Et j'essaie de raconter son histoire.